Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Gravier, CEO de Vulcam. Vulcam, c'est une start-up deep tech en métallurgie. Donc, on va parler un petit peu de métallurgie, on va parler un petit peu de start-up deep tech, un peu d'industrialisation, mais surtout les deux premiers sujets. Je vais commencer, alors je ne suis pas du tout un aficionados de l'histoire, mais je vais commencer par une petite question de base. Est-ce que vous savez combien de temps a duré l'âge de pierre? Je vous laisse réfléchir, j'attends pas forcément une réponse. 3 millions d'années. Pendant 3 millions d'années, les hommes ont vécu de manière nomade, uniquement avec de la pierre, en se déplaçant au gré des besoins, en fonction de ce qu'ils avaient besoin pour se nourrir. Pendant 3 millions d'années, la société n'a pas beaucoup évolué. Et puis, à un moment donné, on a découvert le métal. Ça, c'était il y a 4000 ans. Donc, est-ce que vous voyez déjà un petit peu la différence? 3 millions d'années, il ne se passe pas grand-chose. 4000 ans, on découvre le métal. Au moment où on a découvert le métal, ça a modifié tout dans notre compréhension du monde. Ça a modifié la société, ça a modifié la manière avec laquelle on a fonctionné, et ça nous a permis d'arriver petit à petit jusque là où on en est, en un temps qui est quand même très court. Pour vous expliquer comment ça s'est passé, le métal est issu de mines. Ça, vous le savez tous, il y a des zones géographiques où il y a une concentration suffisante qui nous permet d'aller extraire de manière efficace de la matière. Le fait que ce soit localisé et que ce ne soit pas partout, comme c'était le cas avant à l'âge de pierre, ça a obligé de créer des routes, ça a obligé de créer le commerce. C'est compliqué à gérer, ça a créé une sédentarisation, ça a créé également une spécialisation des métiers, et ça nous a emmenés maintenant là où on en est. Donc de là à dire que le métal est à l'origine, ou au moins est un des piliers de la société moderne actuelle, bon, en tant que métallurgiste, je ne le ferai pas, mais je ne suis pas très loin quand même de le dire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si on regarde la société actuelle, est-ce que vous êtes en mesure d'imaginer un seul produit manufacturé qui est autour de nous qui n'a pas nécessité de métal? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est à base de métal. Et si ce n'est pas à base de métal, ça nécessite des machines qui elles-mêmes sont en métal. Ça veut dire sans métaux, pas d'industrie, pas de machines, pas d'électricité, donc pas d'énergie, pas de transport, sauf si on veut retourner à la charrette, et encore dans la charrette, il y a des bouts de métaux. Donc plus grand-chose de ce qu'on connaît du monde actuel. Donc le métal est vraiment un des piliers du monde moderne, au même titre que l'énergie. On a tendance à beaucoup parler de l'énergie, c'est indispensable, il y a pas mal de problèmes autour de l'énergie. Je pense qu'il est important maintenant qu'on réalise également que la métallurgie au sens large est le deuxième pilier de la société technologique actuelle, et que sans métallurgie, eh ben, il n'y a plus rien. Or, la métallurgie, à l'heure actuelle, elle a des problèmes, pas mal de problèmes, et il faut en parler. Problème d'émissions de CO2, extrêmement important à l'heure actuelle. Problème de consommation d'énergie, pareil. Et problème d'accès à des ressources. Émissions de CO2, si on commence par là. 10% des émissions de CO2 mondiaux est liée à la métallurgie. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que l'aviation. Alors la différence, c'est que la métallurgie, comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, c'est absolument indispensable et on ne pourra pas s'en passer. Par contre, on peut essayer de faire mieux. 2% du chiffre d'affaires de toutes les grandes entreprises métallurgiques est dédié à la diminution de ces émissions de CO2. Ça représente 5 milliards par an, donc c'est loin d'être négligeable. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va assez vite? Probablement que non. Par contre, 5 milliards, c'est quand même pas mal. Ce que ça veut dire, c'est que révolutionner une industrie qui est millénaire comme la métallurgie, c'est pas si simple. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits dans cette direction. Il y a des subventions, il y a des aides, il y a tout ce qu'il faut pour avancer. 10% de la consommation énergétique, si je reviens sur mon deuxième point, 10% de la consommation énergétique sont imputables à la métallurgie. Beaucoup pour l'extraction des ressources, le broyage des minerais afin d'obtenir le métal, mais une grande partie également pour transformer le métal. Quand on a dit ça, on comprend la difficulté à laquelle fait face les industriels de la métallurgie à l'heure actuelle. Aux États-Unis, l'électricité coûte 2 fois moins cher à l'heure actuelle. Aux États-Unis, le gaz coûte à peu près 4 fois moins cher. Donc comment est-ce qu'on peut se battre dans ces conditions? Donc je pense que ça permet quand même de se poser des questions sur l'importance des choses et puis le rôle central de la métallurgie et à quel point il faut protéger cette industrie. Le troisième point qui est important et qui est d'autant plus d'actualité, c'est l'accès aux ressources minières. Si on prend un peu de recul sur ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique, la guerre en Ukraine, pardon, l'opération spéciale en Ukraine,
a commencé en février 2022, si je ne dis pas de bêtises. 7 mois avant, l'Europe avait signé un accord de partenariat stratégique sur les métaux rares avec l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est la cause, mais en tout cas, la coïncidence est quand même assez intéressante. Juste après, il y a eu l'invasion. Maintenant, le président Trump échange l'aide militaire des États-Unis contre l'accès aux ressources de l'Ukraine. L'Ukraine fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux de métaux. Graphite, manganèse, j'ai mes petites notes, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Graphite, manganèse à minima, des énormes ressources en lithium, en cuivre, en nickel qui sont indispensables à la transition énergétique. Je ne parle pas des hydrocarbures et de l'agriculture, c'est encore d'autres sujets. En parallèle de ça, à l'heure actuelle, les Chinois travaillent aussi beaucoup sur l'accès aux ressources. 250 milliards ont été investis sur les 20 dernières années juste pour prendre des participations dans des entreprises étrangères de la part d'entreprises chinoises afin de maîtriser l'accès aux ressources minières. Et à l'heure actuelle, la Chine en est à contrôler 60% du lithium mondial. Le lithium, c'est indispensable pour les batteries, vous le savez tous, donc pour la transition énergétique. 60% du lithium. Contrôle également 50% du cobalt mondial, 75% du nickel mondial. Donc on est vraiment dans une guerre de ressources à l'heure actuelle. Ces 3 métaux sont indispensables à la transition énergétique. Les États-Unis, qui ont des ressources minières assez importantes, sont rentrés également dans le jeu récemment, de manière beaucoup plus ouverte depuis quelques mois. Mais quand on parle d'annexion du Groenland, ce qui est caché derrière, c'est l'accès aux ressources du Groenland. Trump ne fait pas ça pour les 50 000 Groenlandais juste pour leur faire plaisir. On parle vraiment de récupérer des ressources, pareil que ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Donc on est dans une confrontation économique pour l'accès aux ressources. Et pourquoi est-ce qu'on en est là? Pour une raison qui est simple. Si on projette l'extraction minière dans les 30 ans à venir, on va consommer autant de ressources minières que tout ce qui a été consommé depuis l'aube de l'humanité. Ça donne un peu le vertige. Si on se projette à 75 ans, c'est pas autant, c'est 8 fois plus. Ça veut dire que dans 75 ans, il aura fallu extraire 8 fois plus que tout ce qui a été extrait jusqu'à maintenant. Ça va poser un problème parce que si on regarde la concentration qu'il y a dans les mines et qu'on regarde la concentration moyenne, par exemple, dans les mines de cuivre, sur les 100 dernières années, elle a été divisée par 5. Si maintenant on consomme 8 fois plus que tout ce qui a été pris depuis le début, on sent bien qu'à un moment donné, ça va bloquer. Donc évidemment, il y a un problème de ressources minières. Évidemment, l'Europe est en retard par rapport aux autres blocs et il va falloir faire quelque chose. Donc la métallurgie est un enjeu qui est absolument majeur au niveau géopolitique, au niveau stratégique et au niveau sociétal parce que sans métaux, on est dépendant des autres et si on est dépendant des autres, ça peut mal se passer, suivant lesquels c'est. Et en tout cas, ça ne va pas dans le bon sens. Donc l'Europe doit faire quelque chose. La première chose à faire, c'est agir sur la métallurgie, protéger les entreprises de métallurgie, parce que les entreprises européennes ne peuvent pas se battre quand l'énergie est 2 à 5 fois moins chère à l'étranger, et quand en plus, sans nommer d'État, il y a des aides de l'État un petit peu cachées qui font que certains étrangers arrivent à vendre des métaux manufacturés moins chers que le prix du métal pur extrait de la mine. Il y a quand même un petit problème. Donc là, la compétition est biaisée. Donc il faut pouvoir rétablir ça, ou en tout cas rétablir un équilibre pour ne pas avoir les entreprises qui se cassent la figure. Deuxième chose, évidemment, il faut rationaliser l'utilisation des ressources. Les low-tech, par exemple, sont un modèle à suivre. D'un autre côté, le recyclage doit être développé de manière beaucoup plus importante. Et puis le troisième point, qui est de mon point de vue quelque chose d'important, c'est les technologies de rupture. Comment est-ce qu'on va faire, étant donné qu'on n'a pas de ressources sur place, comment est-ce qu'on va faire pour aller accéder à des ressources à l'étranger et donc négocier avec des pays étrangers l'accès à des ressources? Il faut qu'on ait une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange, ça peut être lié à des technologies de rupture dans les matériaux. Échange matériaux contre technologies de rupture que vous n'avez pas, vous. Donc il faut soutenir les entreprises deep tech, pas uniquement pour la réindustrialisation, pas uniquement pour créer de l'emploi, mais aussi parce que stratégiquement, ça fait sens et c'est important. Comment est-ce qu'il faut faire ça? On le fait très bien en France avec des aides financières, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les entreprises deep tech
sont des entreprises de technologie lourde. Si en plus c'est industriel, ça nécessite évidemment des capitaux, mais ça nécessite aussi du temps. Donc il faut avoir le temps long. Donc il faut soutenir stratégiquement avec une vision qui est claire dans la durée, ce qui manque un petit peu quand même au niveau de l'Europe et ce qui manque également un petit peu, si c'est un petit peu moins le cas quand même, mais ce qui manque également en France. Et la deuxième chose, c'est que le soutien financier ne suffit pas. Ces entreprises, notamment dans le domaine des matériaux, sont face à des multinationales monstrueuses. Donc pour ne pas se faire hacher dans la compétition internationale, il faut également accepter de mettre en place une forme de protection. Je ne parle pas de protectionnisme, je parle de protection autour de certaines entreprises qui sont définies comme stratégiques afin de les aider à se développer, à se renforcer avant de les mettre dans le grand bain où elles vont se faire manger tout cru. Donc c'était ça le sens de mon propos, c'est la technologie est également une monnaie d'échange à l'international. Les ressources minières sont un vrai sujet et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et puis j'espère vous avoir convaincu également que la technologie deep tech et le développement de technologies associées aux matériaux est quelque chose d'absolument primordial pour l'avenir, également au niveau stratégique. J'ai un peu débordé, je vous remercie pour votre attention.